Aujourd'hui, nous allons parler, suite à notre vidéo précédente, nous allons parler de l'Iran. L'Iran qui, effectivement, aujourd'hui se trouve soupçonné, si ce n'est, on va dire, même accusé, de se trouver derrière tous les grands mouvements qui agitent et qui déstabilisent en ce moment le Moyen-Orient. Alors, le dossier de l'Iran est à peu près indissociable de l'histoire de l'islam. Je vais vous expliquer pourquoi. Non pas que l'islam ait toujours été politisé ou instrumentalisé comme aujourd'hui, loin de là. Mais l'islam est basé d'abord avant tout sur le monde arabe. Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela à propos de l'Iran, à propos du jeu que joue aujourd'hui l'Iran. L'islam est basé d'abord et avant tout, sur le monde arabe, les enfants d'Ismaël, qui sont des enfants d'Abraham, les enfants d'Ismaël, qui ont essaimé donc en Irak, au sud de l'Irak, et puis en Arabie Saoudite, après une longue période de gestation, donc au sud de l'Irak et en Arabie Saoudite. Alors à ce moment-là, l'islam est apparu avec Mahomet en Arabie Saoudite et ensuite a conquis tout le nord de l'Afrique, et puis a également conquis, mais non plus physiquement cette fois-ci, parce que ce ne sont pas des Arabes qui se sont déplacés en masse vers l'Iran ou vers la Turquie. Ce sont des envoyés, des émissaires qui ont petit à petit amené l'Iran et la Turquie également à l'islam. Donc si vous voulez, il y a tout un monde qui s'est fait comme ça autour de la Méditerranée, un monde arabe en Afrique du Nord, au sud de l'Irak et en Arabie Saoudite, et un monde non arabe, l'Iran, la Turquie, dont vous verrez dans mon livre Origine qu'ils font partie du monde de l'Europe. Ce sont les pays européens, on va dire, principaux qui ont adopté l'islam. Il y a aussi l'Albanie, mais sinon, voilà, ça, ce sont les pays européens qui ont adopté l'islam. Donc ça fait un monde comme ça qui est autour de la Méditerranée, qui est un monde important, qui est relié par une culture, par une religion, mais également par des origines ethniques, en ce qui concerne tout le monde de l'Afrique du Nord et qui va jusqu'à l'Irak et l'Arabie Saoudite. Ce monde-là est tellement vaste, est tellement important, qu'il a besoin d'un centre. Il a besoin d'un centre pour le fédérer. Alors, ce centre, tout au long des siècles, il a bougé. Il a bougé, on a vu ce centre s'établir en Irak, le califat de Bagdad. On a vu bien plus tard ce centre se déplacer en Turquie. La Turquie n'est pas un pays arabe, mais un pays de l'islam, et a été très longtemps le centre du pouvoir islamique. On va essayer de comprendre après en quoi cette notion de pouvoir est importante. Et puis, dans notre monde moderne, il y a eu comme leader et comme centre du monde arabe, comme à nouveau un centre, mais ici, ce n'est pas un centre économique, c'est un centre idéologique. Ce centre idéologique est passé en Égypte, donc avec Nasser, et puis ensuite, une fois que Nasser a fini son travail, ce centre est passé en Irak avec Saddam Hussein, et ensuite maintenant le leadership du monde arabe, qui était jusqu'à il y a une 20-25 ans, qui était en Irak avec Saddam Hussein, après, qui va être le successeur? Alors le successeur potentiel, c'est l'Iran, bien entendu, vous l'avez compris. Et pour être le successeur potentiel, parce que là il y a des enjeux qui sont extrêmement importants, alors il faut faire comme les autres, comme Nasser, comme la Turquie, comme Nasser, comme Saddam Hussein. Il faut montrer sa force, il faut montrer une force, il faut montrer quelque chose de fédérateur, parce que quelque part ce côté de la force fait en sorte qu'on devient quelque part les champions du monde arabe, on devient les moteurs, d'accord? Alors, pour montrer sa force, évidemment, il faut se mesurer à des forts. Donc, Nasser, on le sait, s'est mesuré évidemment
aux Anglais, aux Français, en nationalisant le canal de Suez, etc. Donc il s'est mesuré vraiment aux grandes puissances, il en a acquis un énorme prestige. Pardon. Saddam Hussein, lui, comme vous le savez, s'est mesuré aux États-Unis et il s'est donc mesuré à l'Occident. Il a perdu, mais il s'est mesuré à l'Occident. Aujourd'hui, eh bien, ce travail de se mesurer à, l'Iran le fait en se mesurant, bien évidemment, aux États-Unis, à l'Occident, et puis à l'ami des États-Unis, qui est Israël. D'accord? Comme je disais dans la vidéo précédente, lorsqu'on attaque un ennemi qui est trop puissant et qu'on ne peut pas vraiment l'attaquer, alors on attaque son copain, on attaque son ami. Donc, il y a tout un système là où l'Iran, en tout cas qui veut prendre le leadership du monde arabe, doit montrer sa puissance. Alors l'importance d'être le centre comme cela, c'est pas juste pour régner, pas juste pour être le fédérateur, le centralisateur du monde arabe, ça n'est pas juste pour une question de prestige. Certes, le prestige joue, mais c'est également pour une question d'influence. Il est très important pour le pays leader d'acquérir cette place de leader pour pouvoir influencer le reste du monde arabe. Nasser a influencé le reste du monde arabe en y insufflant tout un vent de nationalisme. Saddam Hussein a influencé également le monde arabe en insufflant un désir justement de développer tout le monde militaire, se militariser. Ça, c'était beaucoup le travail de Saddam Hussein. Maintenant, le désir de l'Iran dans ce leadership, c'est de rendre religieux, beaucoup plus religieux, le reste du monde arabe. C'est une gageure, c'est un idéal, naturellement. Ici, l'Iran se place comme un défenseur des valeurs du monde arabe qui est envahi à travers Internet, à travers tous les médias aujourd'hui qui sont ici en fonction un peu partout, les Facebook, etc., etc. Tout ça, ça existe également dans le monde arabe. Cette idéologie occidentale devient l'ennemi de l'Iran qui veut que les pays, le monde arabe, deviennent globalement religieux. C'est un idéal, n'est-ce pas? Alors bien évidemment, l'Iran a compris l'erreur de Saddam Hussein. Évidemment, on n'attaque pas directement, on n'envahit pas. On ne va pas avec ses armées envahir le monde arabe. Non, ça c'est pas cette espèce d'idée napoléonienne évidemment n'est pas admise chez les Iraniens qui sont un peuple qui a de la bouteille et qui a beaucoup de passé, beaucoup d'expérience. Et par contre, leur moyen d'action, c'est de noyauter les pays de l'intérieur. C'est-à-dire de faire en sorte qu'on rentre dans les pays à travers des mouvements que l'on finance, des mouvements armés ou pas, que l'on finance et qui vont faire en sorte que la population, de par justement le prestige du leader, vienne petit à petit à soutenir ces gens-là et à renverser le gouvernement pour placer un gouvernement religieux. Alors cette chose-là a été faite en Libye. Évidemment, on sait qu'au Liban, le régime étant faible, alors on y a installé également, alors cette fois-ci c'est une armée carrément, le Hezbollah, qui est financé également par l'Iran, et qui essaie de faire basculer le Liban vers quelque chose de beaucoup plus religieux, mais là c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a 30% de chrétiens libanais, et qui tiennent le haut du pavé. Donc là, la gageure, eh bien, c'est finalement d'avoir un Hezbollah, c'est-à-dire d'avoir une armée quelque part, évidemment en Syrie, évidemment, vous avez vu, à Gaza, d'accord? Alors tout cela, c'est un moyen de... Voilà, alors à Gaza, ils n'ont pas renversé grand-chose, ils ont renversé le Fatah. Bon, c'est pas voilà. Mais ça a permis, effectivement, de créer ici une force qui vient contre l'Occident,
incarné par Israël et qui vient ici évidemment augmenter le prestige de l'Iran. Mais ils ne sont pas globalement intéressés par ce petit endroit pour qu'il devienne religieux. C'est pas assez grand, c'est pas assez important. L'Iran évidemment a essayé en Égypte. En Égypte, ça n'a pas marché. Elle essaie évidemment en Arabie Saoudite, mais régulièrement, il y a des exécutions en Arabie Saoudite. C'est vrai qu'on ne vous montre pas, fort heureusement, toutes ces choses-là en images, mais de temps en temps, des entrefilets passent où on a coupé 30-35 têtes le même jour. Là, il y a 90 personnes qui vont être jugées et qui risquent la peine de mort, simplement parce que elles représentent donc les intérêts de l'Iran. Elles représentent ici une véritable, un petit noyau qui pourrait être susceptible de. Alors l'Arabie Saoudite est très bien renseignée sur tous ces gens-là et voilà, elle coupe à la base. Maintenant, au Yémen, évidemment, les Houthis, c'est une branche de l'Iran qui vient donc pour renverser le régime yéménite et qui voilà. Alors, vous voyez que petit à petit, il y a ici une islamisation par l'Iran. L'Iran n'est pas de la même tendance que le reste de l'islam, mais ce qui importe pour elle, c'est que le monde arabe devienne religieux. Alors c'est cela qui se passe aujourd'hui. Il y a une montée très forte de l'Iran au niveau du prestige, c'est-à-dire voilà la bombe atomique, etc. On s'attaque à l'Amérique, on s'attaque à toute cette idéologie. Le prestige de l'Iran augmente et petit à petit on essaye dans énormément de pays arabes de l'intérieur, de faire tomber les gouvernements en présence pour placer des gouvernements religieux. Je pense qu'il était important que nous ayons cette vision-là, parce que c'est une vision qui s'inscrit dans l'histoire du monde arabe. Elle s'inscrit dans une longue histoire dans laquelle le monde arabe, depuis l'an 700, et qui donc s'est étalé comme ça tout autour du bassin méditerranéen, y compris dans des pays non arabes où ils ne se sont pas étalés physiquement, mais où ils ont imprimé d'islam, ce monde-là a besoin d'être fédéré. C'est ce besoin qui pousse aujourd'hui à trouver un leader. Et c'est ce besoin qui permet à l'Iran d'essayer de le devenir. Alors Israël là-dedans, vous allez me dire. Ok, alors on a vu cette notion tout à l'heure du prestige, on a vu effectivement c'est un prestige de combattre l'Amérique à travers Israël, à travers ses alliés. Évidemment également, bien, c'est combattre Israël, c'est combattre l'Occident. Israël est extrêmement occidentalisé en tout cas dans une grande partie de sa population, au niveau de sa culture, au niveau de son mode de vie. Alors quelque part, c'est un peu une épine dans le pied de l'Iran, qui veut quelque part que toute la région s'homogénéise et devienne quelque part un vrai monde arabe homogène. Alors ça, c'est vrai. Mais ils savent qu'ils ne peuvent rien, de toute façon, contre Israël. Ça veut dire que l'islam sait qu'il ne peut rien contre Israël. C'est un combat qui dure depuis tellement longtemps. Ishmaël, Israël, ces deux fils d'Abraham, ils savent très bien. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a pas loin de 10 000 juifs qui vivent à Téhéran et à Ispahan, qui vont à la synagogue, qui ont leur commerce, qui mènent leur vie. Naturellement, ils ne lèvent pas la tête contre le gouvernement, parce que personne ne lève la tête là-bas contre le gouvernement, mais ils jouent le jeu. Mais ils ne sont pas inquiétés, ils vivent tout à fait normalement. Donc ici, on n'est pas dans une chasse aux Juifs tel qu'on peut le montrer dans les médias, mais plus un travail de prestige, un travail anti-occidental, et puis un travail fédérateur du monde arabe, parce que quelque part, eh bien, on fédère en ayant un ennemi particulier. Vous voyez, parfois on se fédère ensemble sur des choses positives, et parfois on se fédère contre quelqu'un.
c'est très fédérateur. Vous savez, même quand on était jeune au lycée, ils pouvaient se créer des groupes qui n'avaient rien à voir ensemble, mais qui juste parce qu'elle n'aimait pas telle ou telle personne, se fédéraient ensemble pour créer quelque chose. Alors cet ennemi commun qui, par la propagande, est présenté par l'Iran comme réellement l'ennemi que le monde arabe doit abattre, est également un élément fédérateur. Mais ici, on n'est pas dans un intérêt absolu et premier, loin de là. Israël, l'Iran est d'abord et avant tout intéressé par les pays arabes, par y acquérir un prestige suffisant pour renverser les populations en place. Donc, pour résumer, les Houthis au Yémen, ils y sont arrivés. Le Hezbollah au Liban, ils n'y sont pas tout à fait arrivés parce qu'au Liban, il y a effectivement toute cette force chrétienne qui est là. En Syrie, évidemment, on connaît. Maintenant, à Gaza, qu'est-ce qui les intéresse à Gaza? Évidemment, c'est 2 millions d'habitants, mais c'était principalement utiliser les Gazaouis contre Israël. C'est-à-dire que là, on va être, si vous voulez, ils allaient être le porte-étendard de l'Iran, et mis en place par l'Iran, justement pour augmenter le prestige de l'Iran auprès du monde arabe, et pour faire montrer qu'effectivement, on est capable d'attaquer les grands, on est capable d'attaquer Israël, cet ennemi commun, factice, etc., mais qui en vérité représente l'Occident, et c'est l'Occident l'ennemi de l'Iran. Donc, ça vous montre évidemment que le Hamas n'est pas un pays, n'est pas un mouvement nationaliste du tout, parce que l'Iran n'est absolument pas intéressé par la liberté de la Palestine. C'est pas ça qui l'intéresse. L'Iran est intéressé par bien d'autres choses, par un progrès, par un projet beaucoup plus grand que cela. Et c'est là-dessus qu'il faut réfléchir, et c'est là-dessus qu'il faut considérer l'avenir pour voir les choses avec le plus de clarté possible, et bien évidemment à ne pas faire de confusion entre le Hamas et un parti nationaliste, parce qu'ici, vous voyez bien que ce qui est derrière le Hamas, c'est d'abord et avant tout un militantisme religieux. L'Iran n'en a rien à faire de la Palestine, c'est bien clair. D'ailleurs, elle l'a montré en faisant que le Hezbollah n'intervienne pas trop, malgré le fait que Gaza soit aujourd'hui sous les bombes. Voilà un peu une vue de l'actualité vue justement par la Torah, par la tradition qui nous montre que Ishmaël vit devant ses frères, qu'il est comme ça étendu sur le monde méditerranéen, et qu'il a besoin d'un centre. Et c'est ce besoin de centralité qui donne toute sa force aujourd'hui à l'Iran.